Réalité virtuelle, réalité augmentée, métavers, ce ne sont pas seulement des mots, c'est un futur qui prend forme petit à petit et on en parle cette semaine dans Monde Numérique. D'abord avec l'application française Wonderland qui permet de mettre des objets virtuels dans le monde réel. Les artistes notamment vont se régaler. Dans les rues, dans les places publiques, on va pouvoir spatialiser son contenu, vraiment l'ancrer comme s'il était vraiment là. On s'intéressera aussi à la fabrication des objets virtuels, car le métavers est déjà un peu là. On verra ça avec la société Adobe. Vous savez, un catalogue comme celui d'IKEA, il y a moins de 10% des produits qui sont pris en photo. C'est tous de la photographie virtuelle, c'est donc un modèle 3D sur lequel on met une texture et qu'on met en situation. Avant cela, l'actu de la semaine, et notamment le coup de gueule des professionnels français du cloud contre les géants américains. En fait, qu'est-ce qui se passe? On confie la totalité du cloud à des boîtes qui en fait sont pas du tout françaises, puisque la direction de la boîte c'est le logiciel et que le logiciel n'est pas français. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 56. Merci d'écouter Monde Numérique chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes. Podcast Addict, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis surtout des notes, des petites étoiles, à m'envoyer des messages également. Et puis on se retrouve sur le site mondenumérique.info. On passe tout de suite à l'actu. L'incroyable affaire entre Twitter et Elon Musk a encore rebondi cette semaine. Incroyable, vous l'avez peut-être vu passer. Donc, Elon Musk renonce à acheter Twitter. Il l'a fait savoir par la voix de ses avocats. Et en réponse, Twitter attaque Elon Musk en justice. Alors, on résume l'affaire. Donc, on se souvient, il y a plusieurs mois, le milliardaire américain assure qu'il va acheter la plateforme pour 44 milliards de dollars. Et puis, petit à petit, de mois en mois, le ton monte entre les deux. Elon Musk estime que Twitter lui cache le nombre exact de faux comptes identifiés sur la plateforme et qu'il y a un problème. Il y aurait 20% de faux comptes. Twitter affirme qu'il n'y en a que 5%. On a eu droit à tout, à des échanges de noms d'oiseaux, c'est le cas de le dire précisément, sur la plateforme au petit oiseau bleu, comme on dit, entre le patron de Tesla, qui généralement ne mâche pas ses mots ou ses tweets, et la direction du réseau social. Alors, pour les avocats du réseau social, en fait, tout cela ne serait qu'un prétexte. La véritable raison, c'est qu'Elon Musk aurait du mal à boucler son financement, en raison notamment de la chute des valeurs tech en bourse aux États-Unis. La direction estime que Elon Musk a diffamé l'entreprise, a perturbé ses activités, détruit la valeur de son action. Bref, le torchon brûle, comme on dit. Et cette affaire vraiment rocambolesque va se régler, donc visiblement, devant le tribunal du Delaware aux États-Unis. À l'arrivée, Elon Musk pourrait donc se retrouver forcé d'acheter Twitter contre son gré, ce qui serait quand même assez hallucinant comme situation. Même s'il est plus probable que cela débouche en réalité sur un arrangement entre les deux parties, mais le patron de Tesla semble quand même assez bien parti pour finalement laisser des plumes dans cette histoire. Connaissez-vous le DAS, DAS, débit d'absorption spécifique ? Le DAS, c'est ce chiffre qui figure en tout petit sur l'emballage de votre smartphone et qui correspond au niveau d'ondes électromagnétiques que votre corps va absorber en l'utilisant. Alors, jusqu'à un certain niveau, c'est absolument sans danger, mais il y a quand même une limite de sécurité à ne pas dépasser, qui est fixée assez bas d'ailleurs en Europe. Il y a en plus ce qu'on appelle le DAS tête, donc au niveau de la tête, le DAS tronc et le DAS membre. 3 valeurs qui sont de plus en plus surveillées par les constructeurs, par les utilisateurs et aussi par les autorités. Or, 3 smartphones récemment ont été épinglés par l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, parce qu'ils dépassaient les limites réglementaires. Et parmi eux, un smartphone du leader mondial Samsung. En l'occurrence, il s'agit du Galaxy Note 10 Plus. Le DAS membre de cet appareil avait été mesuré au-dessus de la limite réglementaire des 4 watts par kilo. Idem pour un autre appareil de la marque Hisense, le modèle Infinity H30, ainsi que pour un 3e appareil de la marque Giga7, le GX290, épinglé lui pour être au-dessus des 2 watts par kilo réglementaire pour le DAS au niveau du tronc. Alors, il faut savoir que ce n'est pas non plus exceptionnel. Il arrive de temps en temps que des smartphones ne soient pas totalement dans les clous. Ça montre qu'il y a des contrôles réguliers. Et dans ce cas-là, que se passe-t-il ? Eh bien, pas de panique.
Certes, si le problème ne peut pas être corrigé, cela peut aller jusqu'au retrait du marché des appareils concernés. Mais dans le cas présent, les constructeurs ont déployé des mises à jour du firmware, le micro-logiciel du téléphone qui gère les fonctions de base, afin tout simplement de faire baisser la puissance d'émission. L'agence des fréquences a refait des contrôles et les appareils sont désormais déclarés conformes. Si vous possédez l'un de ces appareils, malgré tout, vérifiez que la mise à jour a bien été faite. À noter que le DAS, c'est un paramètre à surveiller également lorsque l'on achète un smartphone reconditionné. Car si l'appareil a été réparé, le DAS a pu être modifié. Et puis, si vous avez des doutes, de toute manière, un petit conseil de base, il suffit d'utiliser un kit main libre pour éloigner l'appareil, notamment de la tête, sans oublier surtout que c'est une exposition prolongée à un appareil trop puissant qui peut poser problème. Un smartphone transparent dont le dos s'allume lorsque vous recevez un appel ou un message. Si vous aimez les produits pas tout à fait comme les autres, vous serez sans doute sensible à ce nouvel appareil qui a été dévoilé cette semaine et qui provient d'une nouvelle marque qu'on ne connaît pas encore sur le marché, la marque Nothing. Un petit nouveau donc dans le paysage pourtant déjà très embouteillé de la téléphonie mobile. Ce Nothing Phone One est un appareil sous Android, c'est du milieu de gamme on va dire à environ 500 €, avec une marque qui mise tout sur le design, le marketing et le storytelling. Nothing vient de Chine, elle a été créée par Carl Pei, un ancien de OnePlus qui était déjà une marque lancée par des anciens de chez Oppo, constructeur chinois. On retrouve aussi parmi les investisseurs des gens comme Tony Fadell, le créateur de l'iPod d'Apple. Ça, c'est pour le storytelling. Et puis ce premier modèle, qui n'est pas exceptionnel au niveau des specs techniques, même s'il est quand même dans le haut de la fourchette, se caractérise surtout par son design qui ne laisse pas indifférent, c'est vrai. Le dos de l'appareil, je l'ai dit, est transparent et il laisse entrevoir une partie des composants blancs ainsi que des LED disposés un peu partout, dans tous les sens, et des LED que vous pouvez paramétrer pour qu'elles s'allument de manière spécifique en fonction des notifications que vous recevez. En fait, c'est inspiré de ce que l'on peut déjà faire par exemple avec un iPhone. Lorsque vous recevez un appel, votre flash clignote, et bien là, ça va plus loin puisque l'on peut carrément paramétrer des sortes de scénarios en fonction de vos goûts personnels. Pour le reste, le boîtier de l'appareil est quand même un copier-coller de l'iPhone 13 Pro Max. À part l'emplacement des boutons, c'est la même chose. Et puis à noter que Nothing joue la carte écolo avec un cadre en aluminium 100% recyclé, comme l'iPhone, et 50% des composants plastiques en plastique également recyclés. Donc Nothing, une marque à suivre pour savoir si en partant de rien, elle arrivera à quelque chose, même si ce premier modèle, le Phone One, n'est commercialisé pour l'instant que sur Internet. On va passer aux interviews de Monde Numérique cette semaine. On va parler réalité virtuelle, métavers, 3D avec une start-up française qui fait de la réalité augmentée et la marque Adobe, spécialiste de la 3D. Mais avant cela, l'actu, c'est le cloud avec un sujet pour le moins polémique. Comme d'habitude, ces interviews sont proposées par ailleurs en bonus sur le fil de Monde Numérique. Le cloud français est-il vraiment français ? Alors que les géants américains, Microsoft, Amazon et Google multiplient les accords avec des grands groupes français pour développer ce qu'ils appellent un cloud à la française, eh bien des PME hexagonales spécialisées dans le cloud précisément, dans le logiciel, les services en ligne, montent au créneau et crient au scandale. OVH Cloud, Scaleway, 3D Outscale, Woodrive ou encore Clever Cloud, ainsi que des fournisseurs de services en ligne comme DocaPost, Waller, Wallix. Les dirigeants de toutes ces entreprises se sont fendus cette semaine d'une lettre ouverte dans laquelle ils lancent un appel aux responsables européens, car pour eux, les géants américains sont en train de faire main basse sur le cloud européen. Alors, l'histoire du cloud, c'est compliqué. On sait que pour protéger les données des Européens, l'Union européenne est en train d'ériger un certain nombre de règles, car il y a notamment ces fameuses lois américaines extraterritoriales, le Cloud Act et le Patriot Act, qui permettent à la justice américaine de fouiller dans des données hébergées sur des serveurs appartenant à des entreprises américaines, même si ces serveurs sont situés en dehors des États-Unis. Mais les géants américains de la tech ont trouvé une parade. Ils s'associent avec des grands groupes européens. Par exemple, l'américain Microsoft avec les français Orange et Capgemini pour un cloud baptisé Bleu, ou encore l'américain Google avec le français Thales. Face à cela, les acteurs français du cloud tirent la sonnette d'alarme.
Il réclame notamment le fait que seules les entreprises réellement européennes puissent obtenir la certification maximale en matière de sécurité pour le cloud. Alors voilà, c'est un sujet complexe mais passionnant dont on reparle tout de suite avec l'un des signataires de cet appel. Bonjour Quentin Adam. Bonjour. Vous êtes fondateur et PDG de Clever Cloud, une société de services cloud pour les entreprises basée à Nantes. Vous êtes également président de l'Open Internet Project. Alors vous avez co-signé cette lettre ouverte contre les GAFAM. Selon vous, il y a péril en la demeure, c'est ça ? Ouais, en fait, il y a péril dans la demeure. Pourquoi il y a péril dans la demeure ? La loi américaine dit clairement que les États-Unis peuvent aller taper les datas qu'ils veulent de leurs clients sans rien prévenir, y compris si les serveurs sont en France. Donc ça, c'est très clairement dit par la loi américaine. On a les preuves via l'affaire Alstom, via l'affaire Alcatel, etc., du fait qu'ils l'utilisent, y compris dans un objectif de guerre économique. Donc pour moi, c'est très clair aujourd'hui et c'est démontré. Et de l'autre côté, on a une économie du cloud qui existe en Europe et qu'on peut développer. Quand on nous explique que avec Bleu de Microsoft ou avec Sens de Thales Google, on va se retrouver avec des boîtes qui sont en fait françaises mais qui utilisent ces technologies-là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? On confie la totalité du cloud à des boîtes qui en fait sont pas du tout françaises, puisque la direction de la boîte, c'est le logiciel, et que le logiciel n'est pas français. Oui, mais c'est quand même dirigé par des entreprises françaises qui ont trouvé pertinent de s'associer avec ces Américains. Et en fait, des grands groupes français, je dirais un peu par vanité, parce qu'ils pensent qu'ils sont capables de signer avec des grands groupes américains, parce qu'ils s'estiment encore être l'ego de ces boîtes qui sont délirantes par rapport à ces grands groupes-là, soyons francs, sont en train d'offrir un argument commercial à ces boîtes pour signer, non pas chez Sens ou Bleu, mais pour signer chez les GAFAM. Donc en fait, on est en train de leur ouvrir un passage, le tout en tapant sur une économie qui existe, de gens qui ont inventé le cloud computing. Enfin, c'est beaucoup des ingénieurs français qui ont bossé là-dessus. La virtualisation qui est au cœur du cloud computing, ça a été inventé par un Français. Le platform as a service, si on regarde bien, qui est aujourd'hui la grosse couche de migration en fait vers ce que les gens appellent aussi les services managés, c'est que des Français qui ont inventé ces technos-là à la base. Donc en fait, on est assez inventif dans cette idée-là. Par contre, en général, on n'est pas soutenu. Et comme on n'est pas soutenu, à un moment, c'est compliqué, quoi. Ça voudrait dire quoi être soutenu ? Est-ce que Tesla et SpaceX sont des entreprises qui existent par l'opération du Saint-Esprit ? La dernière fois que j'ai regardé, il y a quand même beaucoup d'argent public dans cette histoire de SpaceX. Amazon, le premier gros contrat d'Amazon, c'est la CIA. Enfin, c'est de l'argent public. Moi, j'ai jamais demandé des aides. La commande publique est une façon comme une autre d'orienter les choses. Quand le Health Data Hub a lieu, par exemple, est-ce que le hub de cloud pour la santé, hein. Ouais. Est-ce que les Français étaient capables de gérer le Health Data Hub, Day One ? J'en sais rien. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait probablement les solutions chez l'ensemble des Français. Il fallait juste les obliger à faire un produit commun. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? On connaît tous l'histoire du fameux dîner chez Clinton de l'aviation américaine, où ils ont fait des mariages et ils ont obligé en fait l'industrie de l'aviation américaine à bosser ensemble de façon à s'assurer d'avoir une offre. Là, dans le HDH, ce qui s'est passé, c'est pas ça du tout. On a appelé Microsoft. Alors qu'il aurait suffi de prendre, il y a 15 acteurs pertinents en France, les coller autour de la même pièce chez le ministre et dire « Nous, on veut acheter ça, démerdez-vous pour le fournir ensemble. » Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée une politique industrielle. Et nous, ce qu'on dit, c'est méfiance aujourd'hui, parce que si on n'y fait pas gaffe, on va perdre les compétences, exactement comme dans l'industrie où la désindustrialisation nous a privés de compétences. On va perdre la marge, on va perdre la capacité à faire, et on va se retrouver dans une situation géopolitique compliquée de tension, en fait. Quand on discute avec les utilisateurs de cloud, des entreprises petites ou grandes, etc., ils nous disent « Ok, mais on n'a pas la même qualité de service que ce qu'on va trouver chez Amazon ou chez Google. » Est-ce que les Français sont au niveau par rapport à ça ? En fait, ça dépend des services et ça dépend de comment on le prend. La plupart des offres des Français correspondent à un morceau du catalogue. Et donc, en fait, effectivement, aujourd'hui, il y a un boulot d'intégration à faire pour que l'ensemble des offres se voient. Et c'est pas facile tous les jours de réussir à se mettre d'accord pour faire l'intégration catalogue entre nous. Ça avance, ça progresse.
On est en train de mettre en place des outils pour réussir à le faire, mais je pense que la puissance publique aurait décidé de nous aider à converger là-dessus, ça aurait pas été une mauvaise idée. La question, est-ce que c'est pas aussi de la taille, et notamment de faire un cloud européen et pas seulement un cloud français? Alors, le cloud européen, ça a toujours été un rêve. En fait, dans les faits, il existe déjà. Enfin, si vous regardez, que ce soit OVH et son capacité d'export, ou même nous, chez Clever Cloud, on vend dans plus de 120 pays. On a des activités dans l'Europe entière. Le problème, c'est aujourd'hui, la France est un peu en avance sur ces sujets-là. Et quand on travaille le sujet à un niveau européen, c'est perçu comme une velléité française de prendre le leadership, parce qu'en fait, l'économie du cloud européenne repose beaucoup sur des acteurs français. Donc c'est en train de se structurer, c'est un boulot qu'on mène aussi avec l'Open Internet Project et d'autres. On est en train d'essayer de structurer la filière, mais il y a un business qui est tellement large que monter des structures européennes, c'est toujours tellement long. C'est maintenant qu'il faut réagir, et c'est pour ça que quand on tire la sonnette d'alarme, elle est de dire, attendez, prenons 2 minutes le temps de dire, est-ce qu'on n'essaierait pas de favoriser des fois nos acteurs nationaux et comprendre pourquoi ils sont intéressants? Est-ce que ce que vous demandez aujourd'hui, est-ce que c'est véritablement pour des questions de souveraineté, ou c'est pour défendre votre business? Moi, vous savez, défendre mon business, pour moi, c'est pas un problème de favoriser le business. C'est aujourd'hui, oui, c'est plus difficile dans notre position d'exister parce qu'on a un marché compliqué. Après, voilà, si ça me gonflait, j'arrêterais de faire ce marché-là. Enfin, c'est pas le sujet. Et je pense que c'est un peu la même situation pour tous les gens qui sont dans le domaine. Qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société? Est-ce qu'on veut être capable de faire ça? Et nous, aujourd'hui, on est des gens, on se bat au quotidien, on avance, on sort de la tranchée, on va se battre. On en a un peu marre de prendre des balles de notre camp dans le dos. Je demande pas nécessairement des coups de main monumentaux, je demande juste qu'on arrête de me tirer dans le dos. C'est pas... Enfin voilà. C'est-à-dire que moi, les grands accords où on m'explique que les grandes boîtes françaises vont faire copain-copain avec les GAFAM, vont leur verser beaucoup d'argent, on va faire un énorme projet IT, et le projet IT va aller plus ou moins se tanker dans le fossé, parce que c'est un gros projet IT et c'est compliqué, sauf qu'entre-temps, Microsoft et Google se seront fait une virginité souveraine gratuitement auprès des acteurs français, et même en étant payés pour le faire. J'avoue que je trouve la ficelle mais tellement grosse, le fait d'être le seul à voir la ficelle, j'avoue que je trouve la ficelle grosse. Je trouve que c'est dommage, et je trouve que ça vaudrait le coup au moins d'avoir la réunion les acteurs français du cloud, qu'est-ce que vous proposez comme plan tous ensemble? Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut combattre, c'est le fameux technologie américaine, quoi. C'est le truc des années 60, en fait, qui est resté, et qui est faux, en fait, qui est une construction marketing. Et précisément, est-ce que c'est pas ça qui vous manque, la force commerciale et la force marketing? Personne ne vous connaît, alors que tout le monde, y compris dans le grand public, connaît Google, Amazon, etc. Est-ce qu'on a un déficit de notoriété? Oui, clairement, face à ces géants qui sont des mégacorps, oui, clairement. Il faut nous aider aussi à le combler, et moi, nous, on fait notre part du job. J'ai des 4x3 dans les villes. Parmi les développeurs, on est très connus. Comme c'est notre cible prioritaire, c'est celle-là qu'on vise. Après, est-ce que je peux me permettre de faire les dépenses en millions de la pub de Google en télé, etc. Non. Et c'est vrai, on a certainement un déficit de notoriété. Et pour moi, je pense que ce qui est important, c'est de commencer à casser la barrière intellectuelle, déjà, de dire si c'est français, c'est nul. Si c'est français, c'est probablement bien, parce qu'en fait, on a des très bons ingénieurs. Aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle le Small Business Act. Le Small Business Act, ça dit quoi? Ça dit que toute entreprise ou administration publique, donc toute entreprise d'une certaine taille ou administration publique, doit acheter à des PME locales une partie non négligeable de ses équipements, 30%. En France, on n'a pas ce type de loi. Par contre, regardons notre CAC 40. Regardez le nombre de mouvements de boîtes qui montent ou qui sortent du CAC 40. Il y en a très peu. En 20 ans, je crois qu'il a fait 3 mouvements. Enfin, c'est ridicule. Mais on veut pas qu'on nous donne de l'argent. On veut qu'on nous achète des trucs. Merci Quentin Adam, fondateur de Clever Cloud.
Si je suis un créateur, un créatif, que j'ai du contenu à partager, je vais pouvoir l'ancrer en fait dans le monde réel. C'est-à-dire que dans les rues, dans les places publiques, on va pouvoir spatialiser son contenu, vraiment l'ancrer comme s'il était vraiment là. Déambuler dans une ville avec son smartphone et découvrir ou déposer soi-même des objets virtuels sur le trottoir, sur les murs, grâce à la réalité augmentée. C'est ce que propose l'application française Wonderland, une appli toute récente qui émane d'une start-up qui suscite pas mal d'intérêt en ce moment parce qu'elle préfigure certains aspects du fameux métavers. Alors ça fait penser un peu à Pokémon Go, on surnomme également Wonderland le Twitter de la réalité augmentée. Il y a des débouchés dans le gaming, dans l'art numérique ou encore dans le marketing. On en parle avec sa co-créatrice. Bonjour Soraya Jabert. Bonjour Jérôme. Alors vous êtes la cofondatrice de Opuscope, c'est le nom de votre entreprise, qui a donc développé cette application Wonderland. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Wonderland ? Alors on peut faire énormément de choses avec Wonderland. Si je suis un créateur, un créatif, que j'ai du contenu à partager, je vais pouvoir l'ancrer en fait dans le monde réel. C'est-à-dire que dans les rues, dans les places publiques, on va pouvoir spatialiser son contenu, vraiment l'ancrer comme s'il était vraiment là. Alors quand on dit contenu, c'est parce que il n'y a pas l'image là, les gens qui nous écoutent. Il faut leur dire que ce sont des objets, des sculptures virtuelles, des animaux un peu stylisés, des formes. Tout à fait. Ça peut être n'importe quel modèle 3D. Des trucs un peu fous, quoi. Exactement, une chaussure virtuelle, ça peut être... ça c'est moins fou, c'est plus réel. Plus réel, donc ça peut être soit des répliques skeuomorphiques de ce qui existe, ou ça peut être par exemple des animaux de Stranger Things pour avoir une expérience plus engageante à la sortie d'un film ou autre. Ça fait un moment qu'il existe des applications que l'on peut télécharger qui permettent, par exemple, d'installer un tigre au milieu de son salon. Tout à fait. Quelle différence avec Wonderland ? Alors c'est tout le principe donc, de la réalité augmentée. En effet, ça existe depuis plusieurs années maintenant. On a la possibilité, par exemple, d'afficher un élément 3D dans l'environnement, pas que 3D d'ailleurs, mais justement ce qui est complètement nouveau et ce qu'on permet de faire, c'est de le faire extrêmement rapidement, extrêmement facilement, comme si on tweet. Donc vraiment une capacité en quelques clics d'importer du contenu et de le rendre persistant. C'est-à-dire que si je partage mon tigre 3D, mais pas forcément que de la 3D, par exemple si on partage une photo souvenir, une photo d'archive, une image d'archive du siècle dernier, on peut l'incruster à l'endroit où elle a été prise le siècle dernier. Par exemple, je me promène dans les rues, dans une ville, dans Paris ou autre, je décide de fixer virtuellement une photo au mur ou de mettre une statue sur le trottoir. Les autres personnes qui vont passer ici après et qui utilisent l'application verront ce que j'ai fait. Exactement. Si ils suivent Jérôme Colombin, ils pourront voir les informations, les contenus s'ils que me tu as. suivent, voilà, s'ils c'est te ça. suivent, ou si tu décides de rendre public ce contenu. Donc voilà, il faut voir en fait le monde comme différents layers, différentes couches en fait de contenu virtuel dans notre monde physique. Et ça permet des cas d'usage absolument incroyables et on voit la richesse de contenu d'expérience créé par nos utilisateurs. Ouais. Il y en a une assez intéressante qui nous a pas mal touché en fait là ces dernières semaines. C'est en protestation justement contre la Russie. La possibilité devant les ambassades russes de placer des contenus, des œuvres, là en l'occurrence, pour témoigner le soutien, exactement, pour témoigner le soutien à l'Ukraine. Donc voilà, c'est aussi la possibilité de créer des manifestations virtuelles. Il y a énormément de cas d'usage possibles. Ouais. Le mieux, c'est de prendre en main la solution et d'apporter sa créativité, son contenu. C'est pour ça qu'on vous qualifie, on dit de vous que vous êtes le Twitter de la réalité virtuelle. Oui, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ce sont des... Ou de la réalité augmentée plutôt, oui. Ouais, c'est soit cette image-là, soit le Pokémon Go as a Service. Ce sont des images qui ont été données par des bêta-testeurs et repris dans quelques médias, en effet. Et tout à fait comme Twitter, finalement, permet de s'exprimer sur la place publique qui est Internet, dans son feed 2D. Nous, on permet de justement s'exprimer dans la place publique réelle, physique, là où on vit, et retourner finalement au forum antique où on allait s'exprimer. Et voilà, c'est même la continuité logique en fait, de la communication, du partage de l'information. Et comme je suis historienne de base, on voit justement qu'on arrive à... Ce sont des cycles finalement, ce n'est qu'une évolution, révolution par les technologies, mais toujours dans des usages qu'on doit construire ensemble. En fait. Wonderland permet par exemple à des street artistes connus de fixer leurs œuvres pour éviter qu'on leur vole.
John Hammond, dont vous avez forcément déjà vu le visage rigolard sur les murs de la capitale, où il s'affiche depuis 20 ans, John Hammond présentera d'ailleurs dans quelques semaines une exposition virtuelle à travers l'application Wonderland. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir avec Soraya Jabert toutes les applications possibles avec la réalité augmentée, et notamment dans ce qu'on appelle le retail, le commerce. Et les grandes marques sont très intéressées par ça. Tout à fait. Ils ont besoin de se réinventer, d'avoir justement un lien avec l'utilisateur, avec le consommateur. Et on l'a vu également avec ces temps un peu, là la pandémie, le fait de rester chez soi, la possibilité de pouvoir présenter en fait les produits comme s'ils étaient présents. Ça a accéléré aussi les usages, ça a accéléré vraiment la transformation digitale dont on parlait tant avant la pandémie. Ouais. Et justement, c'est bien de commencer à penser aujourd'hui sur comment on va pouvoir utiliser ces technologies, mais vraiment par le prisme de l'usage. Parce que finalement, la technologie, elle a que peu d'intérêt si on le prend qu'avec la technologie. Ouais. Donc en fait, ce que vous décrivez qui peut sembler un peu ludique comme ça, etc., vous préparez le monde de demain, quoi. On fait partie, effectivement, des acteurs qui préparent le monde de demain et qui souhaitent vraiment donner des outils ouverts, accessibles, inclusifs, en fait, dès sa conception, pour permettre au plus grand nombre de, justement, s'approprier ces technologies en créant les usages et en permettant une adoption. Vous, votre outil de prédilection, c'est le smartphone. D'autres, c'est le casque, les grosses lunettes de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Pourquoi le smartphone ? Alors, on le voit vraiment comme la passerelle vers la paire de lunettes connectées qui arrivera... on ne sait pas quand, mais elle arrivera. On ne sait pas quand ça va arriver. Ouais, dans quelques années, on le pense en tout cas. Il y a plusieurs annonces qui sont prévues dans les prochains mois. Mais voilà, en fait, plutôt qu'attendre éperdument un petit peu depuis 2016, finalement, l'arrivée de ces paires de lunettes, on a décidé en fait d'avoir une plateforme qui peut être utilisée aujourd'hui et qui donne un peu un aperçu de ce monde augmenté, par les lunettes. Aujourd'hui, en fait, on peut le faire avec un téléphone. On peut justement bénéficier de la réalité augmentée mobile en augmentant nos rues, en augmentant nos places publiques, en augmentant le monde autour de nous, de partager la vision que l'on a du monde. Qui crée le contenu ? Alors les objets dont vous parlez, par qui sont-ils créés ? Par les utilisateurs, par les agences, par les entreprises. D'accord. Tout à fait. On a des providers, des fournisseurs de contenu comme Sketchfab, qui est un partenaire historique. Ouais. Donc on peut importer des modèles 3D depuis Sketchfab dans l'application. Donc en 2 clics, si je veux afficher un gâteau d'anniversaire un peu sympa pour l'anniversaire de quelqu'un, je vais pouvoir taper birthday cake dans Sketchfab et l'importer. Donc voilà, c'est vraiment en quelques clics pouvoir importer tout type de contenu, des modèles 3D depuis Sketchfab. Donc si j'ai oublié d'acheter un gâteau à un anniversaire, je peux apporter un gâteau virtuel par exemple. Exactement. En disant à tout le monde de prendre son smartphone pour le voir. Exactement. Ouais, pour le goûter, ce sera un peu plus difficile, mais bon. Voilà, partenaire régime du coup. Twitter, c'est super Twitter, mais on sait que c'est aussi le pire des réseaux sociaux. Ça vous fait pas peur, ça ? Pour la modération, des questions sur la modération, etc. Oui, on modère déjà aujourd'hui. Il y a aussi l'automodération, la modération par la communauté qui peut signaler justement un contenu. Et on développe des algos qui permettent aussi de mieux modérer ce contenu, d'éviter les contenus obscènes. Donc c'est au cœur vraiment de nos développements, de nos problématiques. C'est possible, des contenus offensants, on va dire. On peut les mettre sur votre plateforme. On peut identifier, oui, des patterns, des pénis par exemple. On peut les supprimer automatiquement par reconnaissance. D'accord. Mais si c'est un artiste qui fait une œuvre d'art, mais que ce soit un pénis, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver, tout à fait. Donc vous allez vous retrouver exactement avec les mêmes problèmes que Facebook. Oui. Vous ne saurez pas qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. C'est ça, donc on va faire au cas par cas, on va étudier tout ça. Mais... Bon, on sent que c'est vraiment... Vous défrichez, vous êtes en train de défricher un nouveau monde, Wonderland. Un monde passionnant, mais qui se construit avec le plus grand nombre. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire en tout cas. Merci Soraya Jabert de Wonderland avec un A, on le précise. Merci Jérôme. Et si le métavers était déjà là ? Cette semaine, je me suis rendu au siège de la société Adobe à Paris.
Adobe ou Adobe, comme on dit souvent en français. Adobe, c'est un acteur historique de la création graphique avec le célébrissime logiciel Photoshop. Et Adobe est en train d'opérer un virage stratégique vers la 3D. La marque propose notamment un logiciel qui s'appelle Substance, issu du rachat d'une entreprise française, Allegorithmic, et Substance, c'est ce qui fait que l'on peut voir partout aujourd'hui des objets 3D plus vrais que nature. C'est ce qui fait dire à Grégoire Potty, évangéliste et business designer chez Adobe, que le métavers est presque déjà là, vu que les biens virtuels font déjà partie de notre quotidien. À noter que cette interview est proposée en intégralité en bonus sur le fil de monde numérique. La représentation digitale d'un bien, c'est quelque chose qui est rentré dans les habitudes de chacun depuis très longtemps. Je peux vous mettre au défi de chercher quels sont les produits que vous n'avez jamais vus digitalement avant de les avoir entre les mains. De nombreuses publicités à la télé et autres, en Exactement. fait, ce ne sont pas vraiment des produits, c'est des rendus 3D qu'on voit. Exactement. Et alors, déjà, c'est un contenu avant d'être un produit. Et d'ailleurs, il y a de nombreux produits qui n'existent plus aujourd'hui sous la forme réelle. Et nous, on en est bien placé pour le savoir, puisqu'on alimente toute une industrie de la photographie virtuelle. Vous savez, un catalogue comme celui d'IKEA, il y a guère, je dirais, il y a moins de 10% des produits qui sont pris en photo. C'est tous des produits, c'est tous de la photographie virtuelle. C'est donc un modèle 3D sur lequel on met une texture et qu'on met en situation. Et la qualité est super et ça a beaucoup de vertus économiques, environnementales. Ouais. Donc on est déjà un petit peu dans le métaverse. Ouais, voilà, c'est ce que je veux dire. On y est un petit peu. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas non plus être trop anxieux par rapport au métavers. On y est, puis on y va progressivement. Il y a beaucoup de best practices, enfin d'habitudes qu'on utilise aujourd'hui, qu'on expérimente aujourd'hui, qui vont devenir des approches de base ou basiques qui seront les méthodes qui nous permettront de construire des contenus pour le métavers. Mais vous voyez, il y a des marques aujourd'hui qui fabriquent déjà de ce qu'on appelle des jumeaux digitaux, des digital twins. Très récemment, le PDG de Nike était interviewé par le PDG d'Adobe et il disait que lui, il voyait d'un très bon œil d'offrir des jumeaux digitaux, des digital twins à ses clients en attendant de se faire livrer leurs chaussures. Très récemment, Moët Hennessy a édité un cognac extrêmement collector qui coûte une fortune, qui est vraiment un cognac pour les connaisseurs, qui coûtait, je crois, $226 000 le flacon. Alors, le flacon en tant que tel est une œuvre d'art. Le contenu et le contenant sont des œuvres d'art. Il a été tiré à 250 exemplaires. Les premiers exemplaires ont été les deux jumeaux numériques, le numéro 0 et le numéro 250, parce qu'on voulait le posséder de manière digitale. Donc, je vous donne ces deux exemples parce qu'il y a un marché de l'exclusivité, mais il y a aussi un marché du mainstream. Mais comment on fait de l'exclusivité dans le virtuel, alors que c'est tellement facile de copier ? C'est intéressant parce que c'est intéressant comme point de vue. Je pense qu'un des grands facteurs de croissance d'une marque ou d'un individu dans le métavers, c'est la création. On fait tomber beaucoup de limites. Par exemple, on peut se rêver être un artiste peintre et ne pas vraiment savoir peindre. On peut rêver de créer des collections de vêtements sans pour autant être un couturier, par exemple. Le métavers, ça va repousser beaucoup de limites, ça va permettre à beaucoup de s'exprimer et je pense qu'il y a toute une frange de la population qui va être en mesure de s'exprimer parce qu'ils seront dans cet univers virtuel. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre aspect, c'est l'apprentissage, et qui est directement lié en fait à la création, puisque quand on apprend des choses, on crée derrière. Donc, je ne sais pas si la notion de copie, elle s'entend pas de la même manière dans le monde virtuel que dans le monde réel. Ensuite, il y a une manière de certifier les contenus. Aujourd'hui, la blockchain, les NFT permettent de garantir l'authenticité d'un contenu. D'ailleurs, Adobe est pionnier dans le domaine. On a mis en place avec de nombreux acteurs de la diffusion et de la création de contenu. Ça va des organes de presse à des sociétés de création, même Twitter, ce qu'on appelle la Content Authentication Initiative, qui rassemble des centaines de professionnels de la publication ou de la création de contenu pour garantir l'authenticité, être capable de garantir l'authenticité d'un contenu. D'accord. Donc, grâce au NFT. Grâce au NFT. Donc ça, c'est une manière d'authentifier. Effectivement, quand on achète un digital twin, à partir du moment où il y a une valeur marchande, on n'a pas non plus envie de retrouver le voisin avec un modèle qui est supposé être unique. Bah oui. Mais ça va très loin. J'ai eu l'occasion de discuter à un sommet international du football. Nous, on travaille aussi avec des clubs sportifs, notamment avec le Real Madrid. Et dans ce cadre, j'ai été amené à avoir des discussions avec des responsables de clubs européens.
et qui se posait la question de quel serait le futur. Et en fait, ça choque personne de pouvoir proposer à un client une place assise sur le banc de touche des joueurs de manière totalement virtuelle. Et de se dire, il y aura bien quelqu'un qui paiera plus cher que les autres pour pouvoir s'asseoir à côté de Mbappé, par exemple. Alors, Mbappé, il n'est pas trop sur le banc de touche. et d'autres de dire, il y en a même qui seront très riches et qui voudront payer l'exclusivité d'être le seul. Et donc, le seul moyen de garantir la singularité et l'exclusivité d'un contenu ou d'une expérience, c'est le NFT. Et donc, c'est intéressant, ça crée des opportunités de revenus dans le monde du sport, mais dans le monde de la culture, où on peut créer des expériences peut-être plus exclusives qui permettent de financer un système qui parfois a du mal à trouver ses financements ou ses budgets. Donc là aussi, c'est une application qui est intéressante où l'exclusivité du contenu a un rôle extrêmement important. Mais de la même manière, aujourd'hui, je travaille avec des constructeurs automobiles et on réfléchit à ce que ça veut dire, en quoi un véhicule est un média. Un média dans lequel on diffuse de la publicité, des offres commerciales ou tout simplement des informations de divertissement choisies ou suggérées. Tel podcast, tel programme, telle publicité, tel format aussi qui correspond aux durées de transport, par exemple. Et donc le métavers, c'est un petit peu ça, c'est y trouver ce qu'on y cherche. Donc certains y trouveront l'opportunité de vivre des expériences complètement folles, d'autres iront voir des produits avant de les acheter. Mais on aura aussi l'alternative. Je vois, nous travaillons avec Amazon, où on intègre désormais des produits, c'est en réalité immersive, via l'application Amazon, qui permet de bien positionner un futur canapé dans son environnement. Ce que fait déjà, Ikea, ce qu'a fait Ikea, voilà, etc. Avec Donc, la réalité augmentée. Exactement. Vous parlez des jeunes, malgré tout, apparemment les jeunes ne sont pas très intéressés par cette histoire de métaverse. Il y a des sondages qui disent que non, ça les branche pas plus que ça. Ouais, c'est parce que je pense qu'ils ont déjà leur dose de digital. Pour l'instant, c'est bien ce qu'ils ont, quoi. Je pense qu'il faut leur proposer plus. Il y a beaucoup de jeunes qui passent, qui vont sur Instagram le matin, le soir, le midi, qui jouent avec leur console, qui ont une vie digitale et que je pense qu'elle est satisfaisante. Et ce qui est pas mal, c'est que ça évite de se précipiter. Donc, ce qu'il faut, c'est offrir des expériences qui sont vraiment exclusives sur le métavers. Il faut que ça vaille le coup. Aujourd'hui, on va rester pendant très longtemps. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Ça prendra peut-être longtemps. Pour moi, ça n'existe pas vraiment encore et je ne sais pas vraiment à quoi ça va ressembler. Mais moi, je me dis, c'est peut-être un des rares points communs que je peux avoir avec Mark Zuckerberg. Je pense que le métavers, c'est là où on est pleinement en immersion. Et on sait que l'immersion, finalement, on a une définition qui est assez variable. La réalité mixte, par exemple, la réalité augmentée, sont déjà des niveaux d'immersion qui, à mon sens, sont extrêmement satisfaisantes pour apprendre un métier, pour se divertir, pour travailler, sans pour autant être dans un monde virtuel complètement. Vous voyez, il y a un peu un entre-deux. Alors, si les jeunes ne sont pas forcément très attirés, en revanche, les entreprises, elles sont très, très attirées. On a l'impression que tout le monde s'affole autour de ça. Vous le constatez, vous aussi, de votre côté ? Bien sûr, mais je pense que c'est le syndrome un peu d'Eldorado. C'est quel est le prochain levier de croissance qu'on va pouvoir exploiter. Oui, on a pu le voir à Vivatech, des marques de luxe, LVMH, etc. LVMH dans le métaverse, on se dit, waouh, c'est pas contre nature, mais presque. Ouais, mais ils font des très belles choses. Il y a beaucoup de statistiques. Alors, j'ai récemment travaillé sur le sujet, sur le poids que pourrait représenter le métaverse pour un groupe comme LVMH, justement. Pas tout le groupe LVMH, mais là, en l'occurrence, j'ai des chiffres sur lesquels j'ai travaillé la semaine dernière, sur la partie couture et maroquinerie. On estime que le marché des NFT, en 2030, sera autour de 55 à 30 milliards de dollars. C'est intéressant parce que beaucoup voient le métavers comme étant une opportunité de revenus, alors que finalement, c'est plutôt les produits exclusifs qui sont garantis par une NFT qui pourraient l'être. Et le potentiel de business du métavers est bien plus inférieur que celui des NFT. Et si je fais une simple règle de 3, la division de LVMH dans couture et maroquinerie sur le marché du luxe transposé au potentiel du métaverse, on a 6,2 milliards de dollars de potentiel rien que sur un marché de NFT. Je donne ce chiffre parce que... Donc on comprend pourquoi ça les intéresse. Voilà, ce serait dommage de ne pas y réfléchir. Ouais. Je ne dis pas qu'ils vont y aller, mais ce serait quand même dommage de ne pas y réfléchir. Sur le métavers, c'est plutôt de l'avant-vente. C'est comment on va découvrir des produits. Aujourd'hui, Adobe a la chance de travailler avec des grandes marques de luxe, justement, parce qu'on travaille avec des produits qui sont exclusifs. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un produit qui n'existe pas entre les mains
qu'un produit de grande consommation qui est fabriqué de manière industrielle et massive. Donc, on travaille sur ces sujets-là. Oui, c'est-à-dire qu'on va pas acheter on va pas acheter des pâtes ou et des mouchoirs en papier dans le métavers. Ça n'a pas grand intérêt. Ça n'a pas grand intérêt. Ça coûterait très très cher par rapport au peu de marge qu'on fait sur ces produits. Par contre, des super baskets. Des produits qui sont un peu exclusifs. Et puis aussi, moi j'ai discuté récemment avec un équipementier sportif qui s'imagine vendre des produits progressivement, c'est-à-dire quand on n'a pas encore les moyens de s'acheter des baskets, en fait on met une option sur ces baskets en ayant le digital twin, et puis quand le moment sera venu, on achètera les baskets. C'est un autre modèle de consommation. Et aussi ça nous permet de tester les produits. Ça peut paraître paradoxal, mais aujourd'hui on est en mesure, si là on parle de la mode par exemple, on est en mesure d'intégrer des informations qualitatives sur des matières comme des tissus. Donc, par exemple, la résistance à l'abrasion, l'élasticité, l'imperméabilité. Et toutes ces dimensions, on les intègre dans la conception d'un produit avec une texture 3D. Et donc, on peut très bien imaginer qu'on va tester des produits, sa résistance à l'abrasion dans des situations totalement virtuelles, parce que déjà, c'est beaucoup moins douloureux. Et c'est tout aussi réaliste, et ça te permet de voir en fait quel sera l'impact, la résistance d'un tissu. Donc ça, c'est une application qui est très concrète. Mais peut-être que comme dans nombreux cas, l'application grand marché, elles viendront beaucoup plus tard. Je pense qu'aujourd'hui, le jeu, c'est une évidence, on est déjà dedans. Mais je vois des applications plus concrètes dans l'apprentissage, dans le divertissement, qui sont peut-être plus adaptées et plus accessibles dans un premier temps. Et qui font moins appel à des technologies autour de l'identité, autour de la gestion des transactions, de la sécurisation, et qui permettront cette couche, un petit peu de protection, de s'intégrer progressivement sur des usages qui sont en train d'évoluer. Merci beaucoup, Grégoire Potty, évangéliste et business designer chez Adobe. C'est la fin de ce 56e épisode de Monde Numérique. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, toutes les interviews à part, en bonus, et notamment si vous souhaitez les partager facilement avec d'autres personnes. La semaine prochaine, Monde Numérique passe en configuration été avec une série spéciale exceptionnelle. 6 épisodes pour décrypter en profondeur 6 technologies qui sont dans nos vies mais que l'on ne connaît pas forcément très bien. Avec toutes sortes d'experts, on parlera QR code, 5G, Wi-Fi, reconnaissance vocale, intelligence artificielle. Ce sera en quelque sorte la suite de la série que je vous avais proposée l'été dernier, mais ce sera encore mieux. Avec des épisodes taillés sur mesure pour vous accompagner et vous apprendre des choses pendant l'été. Rendez-vous donc chaque samedi. Grâce à Monde Numérique, vous allez tout comprendre. Je vous souhaite un très bon été et je vous dis à samedi prochain.